Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan lecture du mois de mars. J'ai lu ce mois-ci 4 romans, mais il y en a un qui j'ai lu en e-book. On va commencer sans plus tarder, je fais dans l'ordre de mes lectures du mois. Donc en tout premier, j'ai lu Moon Palace de Paul Auster. Donc là c'est aux éditions Penguin, c'est le bouquin en version VO, c'est une très vieille édition celle-là, elle est plus du tout éditée, ça date des années 80, un truc comme ça, ou début 90. Que vous dire sur ce roman? Je vais déjà faire un sorte de petit résumé. Donc on suit l'histoire de Marco, qui est au début de l'histoire un jeune homme qui étudie et qui a une enfance assez difficile, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu son père. On lui a dit que son père était mort, en gros. Sa mère l'a élevé seule, sauf que sa mère est décédée dans un accident de voiture, si je dis pas de bêtises. Enfin, bref, en tout cas, elle est morte tragiquement et subitement, ce qui fait qu'il s'est retrouvé chez son oncle. J'ai oublié le prénom, je vous avoue, les prénoms, je suis très mauvaise à ça pour retenir. Mais son oncle était un homme très bienveillant, qui lui a donné beaucoup d'affection et d'amour. Donc en soi, après, il a vécu une meilleure adolescence, on va dire. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que son oncle est mort. Et en fait, il lui a laissé quasiment tout. Il lui a laissé tous ses bouquins, plein d'objets. Et beaucoup d'argent pour le pousser justement à poursuivre des études. Et donc, il se retrouve à New York, Marco. Oui, il fait ses études assez tranquillement, même s'il fait son deuil quand même de son oncle, qui est assez difficile. Et en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'il commence à manquer d'argent. Et en fait, Marco, à ce moment-là, je sais pas comment dire, mais une vision de la vie et surtout une réflexion un peu particulière, c'est qu'au lieu de se dire, par exemple, bon, bah, je vais peut-être travailler à côté de mes études pour m'en sortir financièrement, il se dit un peu, bah, je vais laisser les choses se faire comme elles doivent se faire et je verrai ce qui se passe. Donc en fait, je travaille pas et je vois du coup mon argent, mes économies diminuer petit à petit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'éventuellement, bah, il se retrouve à la rue parce qu'il n'a plus du tout d'argent. Et en fait, on le suit donc dans les rues de New York en tant que SDF, clairement. Et après, il se passe plein d'autres choses. Il ne reste pas SDF toute sa vie, loin de là, mais je vais pas vous raconter non plus tout ce qui se passe. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de ce roman? C'était la première fois que j'ai lu Paul Auster. Ce sera peut-être pas la dernière fois, honnêtement, même si j'ai été un peu déçue par ce bouquin. En fait, ce bouquin m'a à la fois pas forcément bouleversée, mais en tout cas suscité des très fortes émotions et réflexions en moi. Mais, euh, mais, parce qu'il y a un mais, il m'a beaucoup déçue parce qu'en fait, il était parti tellement bien. C'est-à-dire que les 100 premières pages, je les trouve incroyablissimes. Que quand après, en fait, les 100 pages, 150 même pages suivantes, je dirais, ont pris un autre tournant, et que le scénario a pris une autre direction, j'ai été énormément déçue et ça, en fait, l'histoire s'éloignait beaucoup de ce que j'avais eu l'habitude de voir, de lire, et en fait, enfin, j'étais là, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? Ça me saoule. Non, ça me va pas. Et les 50 dernières pages sont incroyables, c'est-à-dire que vraiment les 100 premières et les 50 dernières, waouh. Donc en fait, la moitié du bouquin est génial, mais l'autre moitié, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, dès qu'il n'est plus un SDF, l'histoire devient, je trouve, assez ennuyante, c'est-à-dire que c'est très répétitif, redondant en fait, c'est la même chose qui se passe, c'est une boucle en fait. J'ai hésité à l'abandonner à un moment, je me suis dit non Margot, tu l'aimais vraiment beaucoup quand même, force-toi, et j'ai bien fait de me forcer parce que la fin m'a... J'ai adoré la fin. Enfin, comment dire, en fait, il y a des choses dans la fin qui m'ont beaucoup plu parce que il y a des choses aussi qui, franchement, c'est très gros. Allez, on y va maintenant, on se lance. Donc, spoiler alerte, je vais mettre ici le temps si vous ne voulez pas être spoilé, mais en fait, dans ce roman, il y a le thème du destin. Et en fait, c'est un peu trop tiré par les cheveux, c'est-à-dire que vraiment, c'est en mode oh, le monde est quand même vachement petit. Parce qu'en fait, le vieux dont il doit s'occuper après une fois qu'il est plus SDF, qu'il trouve un boulot, donc justement s'occuper de ce vieux-là. Oh, mais il se trouve qu'en fait, c'est son grand-père, et du coup, son fils qui finit par rencontrer, donc est son propre père, et oh mon dieu, et en fait, enfin, les liens entre les personnages qui se révèlent, tout ça, enfin, c'était très gros, et puis les coïncidences, c'était un peu trop, c'était pas du tout réaliste.
Donc fermeture du spoiler, mais en tout cas, là parce que là je sens que je commence à m'égarer, ça va être n'importe quoi au montage. Au niveau des thèmes que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. En fait c'est un peu compliqué de mettre ça en thème, mais il y a un peu quand même, il y a le thème de la quête de soi, de sa propre identité, et ça j'ai adoré. Quand Marco erre dans les rues de New York, on voit en fait sa transformation et en fait elle est incroyable et je la trouve très belle, même si ce qui lui arrive est horrible et ce qui parfois certaines expériences aussi. C'est magnifique en fait parce que on se rend compte que des circonstances et des événements et des éléments extérieurs peuvent nous transformer du tout au tout, même si parfois c'est que temporairement. Et de voir en fait comment il évolue et comment son cheminement de pensée, comment sa vision de la vie évolue. J'ai trouvé ça très beau, très touchant et en fait ça pousse à un certain à la fois relativisme où on va accepter plus facilement des choses de la vie ou en tout cas les comprendre plus facilement on va dire. Et en même temps un certain pragmatisme aussi, on devient plus pragmatique, plus stoïque aussi peut-être. Aussi un certain goût pour la fragilité de la vie. Enfin, j'ai adoré en fait, c'est-à-dire que en voyant son parcours de vie, alors que ce n'est qu'un personnage, hein, j'avais l'impression d'avoir une vraie personne face à moi, ses pensées, parfois je me dis mais putain mec, mais moi aussi je pense ça et en fait c'est que j'ai réussi à m'identifier très fortement avec le personnage par moment. Et en même temps, parfois, ce qu'il disait, jamais de la vie je m'étais dit ça dans ma tête, mais je comprenais tellement et je pouvais du coup m'identifier à ça aussi malgré tout. Et en fait, voilà, il dépeignait, enfin, sa vision était tellement bien dépeinte que, en fait, ça m'influençait moi-même dans ma propre vision de la vie. Et en fait, ce bouquin, je trouve, permet de, ouais, plus facilement essayer en tout cas de prendre un certain recul sur ce qui nous arrive et la vie et aussi de se dire que même si parfois ouais la vie peut être très fragile ou assez douloureuse, il y a quand même de la beauté là-dedans. On a ce thème-là que j'avais dit à la base de la quête d'identité parce que quand il se retrouve SDF, à ce moment-là aussi, il est un peu en quête, dans sa propre quête de son identité, puisqu'il essaye un peu de se retrouver, puisque là, à ce moment-là, il se rend compte que, mais ce que j'ai fait, c'est complètement con, par exemple, de pas avoir de pas avoir travaillé pour m'en sortir. Là, je me retrouve dans cette situation-là, mais en même temps, il finit par l'accepter, se dire, ok, mais qu'est-ce que ça va m'apporter, en fait, de me retrouver dans cette situation-là, au final. Enfin, il y a vraiment, en même temps, cette déculpabilisation de ses propres actes sans forcément que ça devienne de l'irresponsabilité. Hein. Parce qu'il se rend compte que ce qu'il a fait, c'était un peu irresponsable et stupide. Mais justement, en ayant cette prise de conscience-là, c'est là qu'il évolue, qu'il grandit et que plein d'autres champs des possibles s'ouvrent. Enfin, je pourrais en vrai parler pendant très longtemps de ce bouquin, donc je vais m'arrêter là. Mais si vous voulez en tout cas un bouquin qui vous offre les États-Unis d'il y a quelques années quand même, parce que c'est pas des années là maintenant, c'est plus, je crois que c'est vers les années 70 à peu près, quelque chose comme ça, puisque, oui c'est ça, puisque quand lui est étudiant, il doit passer un test pour savoir s'il peut être envoyé ou pas au Vietnam, parce qu'on est en plein pendant la guerre du Vietnam, et les Américains n'ont plus assez de soldats, donc ils commencent à dire, vous là les jeunes, ramenez-vous, on vous prend. Donc on est en plein des années 70, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir aussi cette partie, enfin cette époque-là de la société, et puis le New York aussi de l'époque, tout ça c'est très intéressant, surtout au vu des descriptions qu'on a dans le bouquin, il y a beaucoup de descriptions. Donc si vous voulez voir un peu de ça, c'est super. Si vous voulez voir des réflexions de personnages quand même assez profondes et en même temps tellement belles, foncez aussi. Donc, deuxième bouquin que j'ai lu, je le mets juste ici. Il s'agit donc des Cœurs silencieux de Sophie Talman, désolée pour la prononciation, aux éditions Albert Michel, si je dis pas de bêtises. C'est un service de presse que j'ai reçu de la part des agences Gilles Paris, en e-book cependant. Donc, de quoi ça parle? Très brièvement, on suit en fait 3 personnages. Donc, on a 3 points de vue. Donc chaque chapitre on change de point de vue, pas forcément dans l'ordre d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, de mes souvenirs, parfois c'est un peu dans le désordre. Donc on a Pedro, Sarah et Thomas, si je dis pas de bêtises, oui Thomas. Et ils ont tous les 3 en fait, ces 3 personnages-là ont un lien puisqu'en fait Pedro est le père biologique de Thomas
et en fait l'ex-beau-père de Sarah. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Pedro, malheureusement, fait un AVC. Pourtant, il était en grande forme, mais du jour au lendemain, bam, l'AVC, et il perd l'usage de la parole. Sauf que Pedro, il avait quand même beaucoup de choses à dire auprès de son ancienne famille, c'est-à-dire auprès de ses fils, de son ex-femme, donc du côté de Thomas, qu'il avait fait des petites bêtises à l'époque, qu'il a perdu l'usage de la parole, et donc à ce moment-là, lui-même, il se dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je m'exprime en fait. Et donc en fait, il va utiliser Sarah, qui est donc son ancienne belle-fille, mais avec qui il est toujours très très proche, et qui est alors je sais plus si c'est infirmière ou médecin exactement, je crois que c'est infirmière, mais en tout cas elle travaille dans l'hôpital où justement est hospitalisé Pedro. Mais donc Sarah va aider Pedro justement à être à nouveau, à entrer en fait en contact avec son ex-femme et ses fils. Et donc elle va l'aider, et elle va notamment aller à Lisbonne, puisque Thomas de temps en temps, c'est en fait un écrivain, et de temps en temps il vit en fait entre la Bretagne et Lisbonne, et là à ce moment-là il se trouve à Lisbonne. Donc elle va aller là-bas pour essayer de le convaincre d'aller parler à son père. Ce roman était une très belle découverte. C'est la première fois que je lisais un roman de cet auteur, et j'ai beaucoup beaucoup aimé, parce que en fait, comment dire, les thèmes, en fait les liens familiaux étaient extrêmement bien développés, j'ai trouvé, et très authentiques, les personnages aussi, c'est-à-dire que vraiment ils avaient de très belles qualités, mais aussi de très beaux défauts, très très bien décrits et dépeints, j'ai beaucoup aimé. Et donc forcément on a pu très facilement s'identifier à ce personnage-là, surtout sur le manque de communication, que ce soit de Pedro ou de son fils, parce que son fils, lui aussi en termes de communication il est pas très bon, tel père tel fils, mais justement en fait ces défauts-là j'ai pu énormément m'identifier, parce que clairement je suis dans le même, enfin je suis nulle en communication aussi, et donc en fait je trouvais que l'auteur elle comment dire, elle a réussi avec brio en fait à nous proposer ces personnages-là, et vraiment à donc imaginer ces qualités-là, ces défauts-là, et la fin est magnifique. J'ai pleuré dans le roman, et pourtant c'est rare que je pleure, faut vraiment le faire, mais j'ai versé ma petite larme, j'étais pas très bien. On s'ennuie pas, il se passe tout le temps quelque chose, même si c'est que du blabla, clairement, c'est pas juste du blabla en fait, justement, c'est autre chose, que c'est plus que ça. Et non, franchement, je vais pas m'éterniser plus, mais lisez, franchement lisez, c'est super. Le message derrière est très beau, surtout en fait, c'est vraiment un beau message d'espoir, donc voilà. J'ai adoré, mais un 4 sur 5 sans problème. Ensuite, j'ai lu, je vais faire assez bref, un essai sur le cinéma coréen contemporain, donc de Kang Chang-il aux éditions Ocré, parce que j'aime beaucoup le cinéma coréen, voilà, je m'y intéresse fortement, et il y avait de masse critique, et il y avait cet ouvrage-là proposé, j'ai foncé, je l'ai reçu, donc merci à les Babelio et les éditions Ocré pour ça. Et en fait, dans cet essai, on a deux parties. En fait, on a, grosso modo, si je vulgarise, on a la partie film, gros film en mode blockbuster, plus ou moins, et enfin, du moins grand public, parce que c'est forcément des blockbusters, et après les films indépendants. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est pour ça que je vous recommande de le lire si vous voulez vous intéresser, ou que vous vous intéressez déjà au cinéma coréen. Ce que je trouve super, c'est que en fait, au-delà de nous proposer donc des petites fiches, voilà, ou avec le synopsis, etc., de films en fait qu'il faut voir à tout prix en fait si on veut s'intéresser au cinéma coréen, que ce soit donc des films grand public ou indépendants, c'est que l'auteur nous propose aussi en même temps en fait une analyse un peu de la société coréenne à travers ces films. C'est-à-dire que il nous explique en fait pourquoi, notamment les Coréens adorent la violence dans les films, pourquoi il y a tant de violence, tant de sang. Et donc tout ça, il nous l'explique à travers l'histoire de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, mais aussi à travers voilà l'évolution de sa société. Et en fait, je trouve ça tellement intéressant, parce que ça nous permet de développer en fait un peu des nouveaux codes et des nouveaux, comment dire, des nouveaux outils pour nos futurs visionnages. C'est-à-dire que là, j'ai appris plein de choses, et j'ai plein d'éléments en tête qui font que quand maintenant je vais regarder d'autres films coréens,
il y a des choses que je vais interpréter différemment ou que je vais voir avec un autre regard grâce à cet ouvrage. Parce que ça permet vraiment de mieux comprendre en fait la société coréenne. Et on termine avec le dernier roman que j'ai lu en lecture commune avec une copine sur Bookstagram. La langue des choses cachées de Cécile Coulon aux éditions l'Iconoclaste. Voilà. On l'a lu en fait en 1 jour et demi. Parce qu'en fait, bon, il est très court, il fait 130 pages écrit en gros, mais en fait, c'est une dinguerie. C'est incroyable. En fait, je vais essayer de faire un résumé très bref qui spoil pas, ça va être compliqué. On a le fils. Qui est appelé. Voilà. Cette fois, c'est pas sa mère, mais c'est lui. Qui se dirige dans un village parce qu'en fait, que ce soit sa mère ou lui, ils ont un pouvoir, le pouvoir de justement parler la langue des choses cachées et puis de guérir les gens ou au contraire de les maudire. Voilà. Et donc quand notamment des personnes sont mourantes, on appelle la mère. Maintenant, on appelle le fils parce que la mère, elle est un peu vieille, bon, on comprend qu'elle est peut-être un peu mourante, on sait pas trop, bon. Et là, c'est le fils qui est appelé dans un village pour un enfant. Et donc, il va aller dans ce village, il va rencontrer l'enfant mourant, et puis c'est à lui de décider s'il vivra ou non, et donc de le soigner. Sauf qu'en fait, en arrivant dans ce village-là, il va être confronté à plein de choses qui vont faire que cette fois-ci, il va désobéir à sa mère, parce que sa mère lui a dit de ne jamais laisser de traces derrière lui, voilà, de ne jamais laisser de traces sur son passage. Et là, en fait, c'est ce qu'il va faire. Il va pas suivre le protocole habituel et il va se passer plein de choses et je peux pas vous en dire plus sans spoiler, donc ça c'était le résumé. Mais j'ai adoré ce roman qui est très très sombre, très noir, où vraiment en fait la noirceur et la cruauté de l'homme vous imprègnent en fait, vraiment, vous vous en imprégnez en tout cas, parce qu'elle est omniprésente. Et donc, c'est, ouais, enfin, je sais pas comment dire ça, mais à la fois, c'est un peu, comment dire, dur à lire dans le sens où l'homme est assez horrible. Mais voilà, donc à la fois, on est sur ça, et en même temps, on est sur beaucoup de mystique, c'est-à-dire, qui est ce fils, qui est cette mère? Est-ce que c'est des humains? Pas des humains? C'est quoi la langue des choses parlées? Enfin, des choses cachées, pardon. Enfin, même, vous voyez, on s'embrouille, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est un ange, c'est un humain. Il y a de la magie, pas de la magie. Enfin, c'est quoi tout ça? Et en fait, on se pose beaucoup de questions. Et au plus on s'approche de la fin, au plus on commence à comprendre des choses. Et en fait, c'est très puissant, très percutant, quoi. Très percutant, très poétique, très imagé. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. La fin, j'ai adoré. Et en fait, c'est une métaphore. Métaphore de quelque chose que je vais pas vous dire pour pas en fait forcément vous spoiler, même si peut-être que certains vous disent déjà non mais je sais très bien de quoi c'est, mais voilà, en tout cas j'adore, enfin très très beau, découverte de Cécile Coulon et j'ai adoré, donc je lirai clairement d'autres romans de l'auteur. C'est donc la fin de cette vidéo, enfin j'espère qu'elle sera pas trop longue pour vous, mais donc voilà, c'était mes 4 lectures du mois de mars. C'était ma foi très intéressant et enrichissant ce mois-ci. Il y a quand même de très bonnes lectures dans l'ensemble, donc très contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces romans ou si justement certains sont dans votre wishlist, pal, peu importe. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner pour me soutenir, ça fait toujours plaisir, ou à commenter de manière générale. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.